On va parler de votre livre qui s'appelle L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes, 40 commandements pour agir avec grandeur. Et en fait, je dis livre, mais c'est quasiment une lettre ou un manifeste, parce que vous démarrez le livre en parlant à vos enfants, et vous le concluez également en parlant à vos enfants, et vous leur dites, vous avez 19 et 11 ans, et vous viviez déjà ce qu'on peut appeler chez nous une existence. Pour les auditeurs qui du coup n'ont pas lu le livre, est-ce que vous pouvez nous donner la définition un petit peu de l'existence? Oui, alors, c'est très simple, en tout cas tel que je le définis, une existence par rapport à une vie. En fait, une vie, c'est simplement laisser le temps s'échapper, laisser le temps couler et puis ne pas agir sur lui. Une existence, c'est mettre du poids dans sa vie, mettre de l'intensité dans sa vie. Et donc c'est vrai que j'enseigne à mes enfants à vivre de l'intensité le plus possible dans tous les instants possibles de la vie. Donc c'est ça une existence. Et c'est l'existentialisme, c'est ça, c'est prendre sa vie à bras le corps et être plus décideur de sa vie que passif. Le livre s'appelle L'art de l'excellence et pas l'art de l'existence. Du coup, je suis curieux, comment on fait le lien entre excellence et existence? À vrai dire, il aurait pu s'appeler, l'art de l'excellence, mais je crois que il me semble que ça existait déjà, ou vous voyez, de l'existence. Donc voilà, là, ce sont vraiment des choix un peu marketing, mais évidemment que l'excellence, me parle, presque tout autant que l'existence. Donc pourquoi, l'excellence? Parce que, l'excellence est une quête. Donc quand on est, en quête d'excellence, et bien forcément on existe puisque on veut, donner de l'intensité à cette quête, donner de l'intensité à chacun de chacune des rencontres qu'on va faire. On va chercher forcément la qualité, on va chercher à être toujours au meilleur de soi-même et de sa relation à l'autre. Donc quand on est au meilleur de soi-même, là, on a une interaction, vous et moi. Je veux, c'est même pas je voudrais, j'espère, et cetera. Je veux que ce soit fort. Je veux sortir de là en me disant: «J'ai vécu un moment, qui était pas anodin, quoi». Donc j'ai envie de peser dans votre vie en ce moment même et j'ai envie que vous pesiez dans la mienne. Donc c'est ça, la quête d'excellence, c'est faire en sorte que les choses soient moins anodines que la plupart du temps quand on se dit: «Bon, bah, voilà, je fais mon travail, là, je réponds à une interview et puis après, et puis après, voilà, je vais faire autre chose de ma journée, mais je mets tout à égalité et puis, voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça». Je souhaite que tout soit fait dans cette quête d'excellence. Évidemment qu'on y parvient très peu à l'excellence, voire, pas dans une vie, mais la quête est ultra importante. On va parler de l'embellisme. Pour les auditeurs, encore une fois, qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'embellisme? Alors l'embellisme, vous allez rire, c'est une religion que j'ai créée, parce que je pars du principe que, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est, en tout cas la 1re fois que je l'ai entendu, c'était sous la plume de Yuval Harari qui a écrit, Sapiens, Homo Deus, et cetera. Et donc il explique qu'en fait une religion, que toute, tout système de pensée qui est mis en pratique est une religion, en fait. Alors il le dit autrement, hein, mais donc il dit que, le capitalisme est une religion, une religion n'est pas forcément déiste. Une religion, c'est, la mise en pratique et l'histoire qu'on va se raconter sur, le bien et le mal, où se situe le bien, où se situe le mal. Par exemple, pour un capitaliste, bah, c'est bien, d'accumuler et de créer de la richesse, ça fait partie du bien. Et pour un, je sais pas, j'imagine qu'un, pour un écologiste, qui est aussi une religion, eh bien, le créer du bien matériel, c'est pas, au contraire, ça fait partie du mal. Donc, l'humanisme, est une religion aussi, et ça, Harari en parle pas mal, dans notre, société actuelle et surtout dans notre monde, occidental. C'est la religion prégnante parce que, on donne une valeur ultra importante à la vie humaine. Ça n'est pas l'humanisme d'autrefois, de la Renaissance où on était, où, être un humaniste, c'était travailler ses humanités, c'était, redonner, sa dignité à l'être humain en travaillant sur,
le grec, le latin, puis plus tard la philosophie, les sciences, hein, quand on faisait ces humanités, ça voulait dire qu'on allait vers la connaissance, vers quelque chose de plus grand que soi. Et puis, au temps des Lumières, le dictionnaire de Diderot et d'Alembert a, pour la première fois, apporté, une dimension philanthropique à l'humanisme. C'est devenu simplement promouvoir la vie humaine, promouvoir l'humain, c'est tout. Ça veut dire que je t'aime en tant qu'être humain, seulement parce que tu vis, ou je ne dois t'aimer en tant qu'être humain seulement parce que tu vis, parce que tu respires. Je n'attends rien de toi. Voilà. Donc ça, c'est la religion humaniste que je critique aujourd'hui parce que je pense qu'elle est vraiment délétère pour notre société. Et eh bien à ça, j'oppose la religion embelliste. Donc on y vient. Ça part de mon chouchou, celui que je considère comme étant mon grand frère, qui est Nietzsche, et qui dit notamment, «Je serai de ceux qui rendent belles les choses». Donc j'ai dû le mettre tout au début, je pense, de mon livre, voilà, et qui parle beaucoup d'embellissement. Et moi, je me suis toujours dit que je voulais faire de ma vie une œuvre d'art, et je souhaite une œuvre d'art dans le sens de l'excellence, de la beauté, de la grandeur. Je veux être, je sais pas, la meilleure épouse possible, la meilleure maman possible, la meilleure, je sais pas, amoureuse de l'autre possible en général, avoir les meilleures relations amicales possibles, et évidemment dans mon travail faire, le meilleur possible, apporter le meilleur au monde possible, et me regarder dans le miroir moi-même en me disant: «Waouh!» Et je me dis: «Si à la fin de ma vie, je me retourne et je me dis que, dans tous ces domaines-là, par rapport à mes références à moi, hein, que vous pensiez, que c'est pas le meilleur possible, vous avez le droit, mais je m'en fiche à vrai dire. Mais que moi je me dise à 90, 100, peut-être 150 ans, je ne sais pas, que j'ai réussi ça dans tous les domaines de ma vie, alors, je me dirais que ma vie aura vraiment été une œuvre d'art, et c'est ce vers quoi je tends. Donc l'embellisme, c'est se créer la vie belle. C'est avoir comme philosophie l'existentialisme, c'est-à-dire, voilà, chercher à exister, chercher à mettre du poids, chercher à mettre de la grandeur partout. Et donc cette religion de l'embellisme que je souhaite transmettre à mes enfants, et à ceux qui auront envie de suivre, c'est cette idée de toujours essayer de créer du beau, dans ses relations à l'autre et dans ce qu'on fait avec soi-même. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit à la fin, qui est, faire du beau, et faire du beau ne veut pas forcément dire toujours être dans le, la bien-pensance, être gentil, et cetera, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez perturbant pour les gens, hem, parce qu'on a tendance à associer le beau au bon, et à penser que, si on s'énerve, si on se bat, hem, si on est, très ambitieux, si on a des ennemis, et cetera, et ben, on fait pas de beau, on fait du mal, on fait du mauvais, et c'est ça qui est super intéressant dans votre livre, c'est que le concept dépasse les notions préconçues qu'on a, et on va rentrer justement là-dedans avec, les 4 valeurs de l'embellisme, parce que je pense que les gens, du coup, ont cerné un petit peu le concept général, et je pense qu'on c'est bien de rentrer en détail dedans. Hem, la première valeur que vous mettez en avant, c'est le flair. Qu'est-ce que le flair vient faire dans une recherche d'excellence? J'adore cette question. J'ai commencé ma vie professionnelle, par, l'étude, et l'accompagnement, de ce que j'ai appelé plus tard la phylocognition, et qu'on appelle encore aujourd'hui beaucoup le haut potentiel, surdoué, précoce, zèbre, et cetera. Et donc ces personnes-là, qui sont philocognitives, on va garder ce terme de phylocognitif pour, échanger là. Ces phylocognitifs, quelle est leur particularité? C'est que ce sont des personnes, qui passent tout par la moulinette de la pensée, qui ont besoin de réfléchir le monde en permanence, qui se posent des questions sur tout et n'importe quoi, et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à me sentir quand j'écrivais, quand je faisais des conférences, quand je travaillais dans ce domaine-là, quand j'accompagnais des patients, et cetera, à me dire: «Ben, c'est fou parce que la phylocognition ou le haut potentiel, on associe ça naturellement, toutes les publics que vous pouvez voir, et même de certaines de moi, sur le plan scientifique et autres,
qui parlent de phylocognition parlent toujours d'intelligence et disent: «C'est ça l'intelligence, en fait, c'est quand on arrive bien à raisonner» et pourtant, quand, on va voir un sportif, qui va marquer un point incroyable, eh bien ce point-là, de ça s'est passé en une fraction de seconde. Il n'a pas eu le temps d'y avoir un raisonnement algorithmique, un raisonnement, pensée conscient. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très inconscient et de pas du tout phylocognitif. C'est pas du raisonnement, voilà, du raisonnement algorithmique, mais plutôt analogique et plutôt quelque chose d'inconscient et de magique, qui se produit. Et donc je me suis dit au fur et à mesure du temps que, heu, c'est c'était pas ça l'intelligence, en fait, que l'intelligence c'était autre chose et que l'intelligence, n'était pas une capacité, donc pas une capacité de raisonnement ou autre, puisque maintenant il y a les intelligences multiples, donc on peut être intelligent de tout, émotionnellement, du pied, du doigt, de la main, de tout ce qu'on veut. Que c'était pas une capacité, mais que c'était un état. Parfois, on va être en état d'intelligence, donc on va être en état de montrer le meilleur de ses capacités. Donc pour moi, ça va être la phylocognition. Parfois, je vais être capable de produire le meilleur de mon raisonnement et de le montrer au monde et de créer un effet waouh, avec cette capacité. Et parfois, avec la même capacité, il y a des moments où je vais être fatiguée, où je vais être, impressionnée comme là, je suis, impressionnée par vous, Hugo et quand je suis impressionnée, ou quand je suis fatiguée ou quand je suis stressée, quand je suis en saturation cognitive et que j'ai plein de problèmes dans la tête, eh bien, je vais pas être capable, je vais pas être en état à ce moment-là de produire, ce raisonnement. C'est pas capable justement puisque une capacité, ça bouge pas beaucoup, c'est comme les fondations d'une maison, alors qu'un état, c'est très fluctuant. Donc parfois, avec la même capacité, je vais être en état d'intelligence et parfois, toujours avec la même capacité, je ne vais pas être en état d'intelligence. Donc je vais en arriver à à vous répondre quand même sur le flair. Je me suis dit que l'intelligence, c'était davantage quelque chose de d'intuitif et même d'instinctif que, heu, quelque chose de l'ordre du raisonnement et à partir de là, Heu, j'ai fait une étude, ma dernière étude vraiment qui nous a montré ça sur, la performance pécuniaire, donc j'ai fait passer, une soixantaine de personnes, dans mon IRM qui est pas réellement la mienne en réalité, mais, dans l'IRM et je on leur a demandé à ces personnes-là de nous donner leur salaire, leur rémunération. On a fait un rapport salaire sur âge parce qu'ils étaient âgés de 25 à 55 ans et on a comparé ce rapport salaire sur âge à nos données d'imagerie cérébrale et à un test de QI qu'on leur a fait passer et on s'est rendu compte, de 3 choses super, super intéressantes. La première, c'est que il n'y avait pas de différence significative, aucune différence entre les personnes les plus performantes sur le plan financier, sur le plan pécuniaire et les personnes les moins performantes. Donc aucune différence de QI, OK? Donc ça veut dire qu'au niveau du raisonnement, pas de différence, c'est pas ça qui fait la différence entre les plus et les moins performants. Ensuite, deuxième résultat super intéressant, c'est que, les plus performants sur le plan pécuniaire ont montré une modularité cérébrale, une organisation cérébrale beaucoup plus modulaire que les autres, significativement plus modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour le dire rapidement, ils fonctionnaient beaucoup plus, la modularité cérébrale, ça parle beaucoup plus d'un fonctionnement automatique et inconscient, plutôt que conscient, rationnel, réfléchi. Donc c'était une IRM de repos, ça veut dire qu'on leur a pas fait faire quelque chose dans la machine, on leur a simplement demandé de rester au repos pendant 50 minutes, donc c'était que des gens sympas, qui ont accepté de rester 50 minutes dans l'IRM et donc voilà, on a pris, on a fait plein de types d'acquisitions IRM et on s'est rendu compte de ça. Et puis, le troisième résultat, c'est que chez les plus performants, s'activait, un réseau cérébral qui était le même au repos, hein, qui était le même que celui qu'on trouve chez des personnes qui prennent des décisions en situation incertaine.
Par exemple, je sais pas, vous êtes pas prêt, on vous montre des images où il faut répondre oui, non, très vite. Est-ce que ça enfin prendre une décision, c'est comme ça que ça se passe dans l'IRM. Donc, eh bien, il va s'activer un réseau cérébral qui s'active au repos, donc naturellement, spontanément, chez les performants. Vous et moi, on va dire: «Non mais attends, il faut que je réfléchisse, il faut que je passe par le raisonnement, attends, il faut que je prenne du recul par rapport à la situation avant de prendre une décision» et cetera. Et donc quand on est forcé de prendre ces décisions, quand on est dans une IRM et qu'on nous force à prendre cette décision en situation incertaine, bah, c'est ce réseau-là qui s'active. Mais chez eux, chez les performants, il est activé naturellement. Ils ont une sorte de pré-câblage à l'intuition. Ouais, on peut imaginer que c'est un pré-câblage. Ouais, en fait, on ne sait pas si ça s'est créé, s'ils étaient comme ça à la naissance, si vous voulez, ou si ça s'est constitué avec la vie. Mais on pourrait dire ça. On pourrait dire que par rapport à nous, ils sont déjà câblés pour ça. Et donc, ça se travaille, évidemment. C'est pour ça que je dis on ne sait pas si c'est à la naissance ou pas, mais moi je pense que ça se travaille et que ça s'acquiert, ce mode de fonctionnement. Et donc pour travailler ce mode de fonctionnement-là, de prise de décision en situation incertaine, eh bien, il faut travailler son flair et pas son raisonnement. En fait, on voit que le grand truc des performants, c'est le flair, c'est intuition, instinct. Donc pour, vous donner la différence entre l'intuition et l'instinct. L'intuition, c'est ce qu'on va, percevoir, sentir, vous sentez, que quelqu'un est pour vous quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, vous allez le sentir, pas le sentir, ou vous sentez qu'il va se passer, quelque chose dans les prochaines minutes et qu'il faut que vous preniez vos jambes à votre cou. Et bien ça c'est l'intuition et l'instinct, c'est l'intuition transformée en acte. Or, la plupart du temps, nous avons tendance à, mettre un tampon entre l'intuition et l'action et ce tampon, c'est le raisonnement. Nous avons tendance à discuter avec notre intuition, à dire: «Ah mais non», donc ça fait partie des 40 commandements, ne discute jamais avec ton intuition. Agissez tout de suite quand vous sentez quelque chose, prenez votre décision très, très vite, et ne commencez pas à tergiverser parce que vous êtes beaucoup plus efficace, même si parfois vous vous planterez. Parfois vous n'aurez pas, pardon, donné le bénéfice du doute à quelqu'un et vous vous planterez. Mais statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances, de réussir et d'être efficace, et d'être performant quand, vous écoutez votre intuition et que vous agissez directement avec, sans passer par le raisonnement, plutôt que quand vous ne le faites pas. Dans le livre, à un moment donné, vous parlez de pourquoi l'expérience est supérieure au raisonnement, en gros, pour exceller. Et là, ça permet vraiment de comprendre, en fait, la logique d'où ça vient cette réflexion-là et cette philosophie-là. Et c'est très drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai une amie qui est en train de faire un énorme périple. Elle traverse l'Alaska jusqu'à Ushuaia en vélo. Je l'ai régulièrement au téléphone et elle me disait que plus elle avance dans son périple, plus elle sent justement son intuition se développer. Parce que elle me racontait deux, trois anecdotes où en fait, évidemment, quand on est à vélo comme ça, bah, des fois on dort chez l'habitant, on dort en tente, etc. Et plusieurs fois, ça lui est arrivé de, je le sens pas. Et à chaque fois qu'elle s'est dit, ah mais t'exagères, peut-être que c'est pas des gens mauvais ou c'est pas une mauvaise situation. À chaque fois, quasiment 100% du temps, elle avait raison et elle s'est retrouvée à prendre ses jambes à son cou dans la nuit pour partir parce que la personne chez qui elle était, c'était quelqu'un qui était pas très recommandable ou parce que il y avait un danger qui était pas très loin. Euh, donc en fait, c'est très drôle que ça fasse le lien parce que quand elle me l'a dit, je trouvais ça logique en fait d'une façon empirique, expérimentale, de développer son intuition quand on est dans une situation où on doit toujours un petit peu sentir les gens, mais de l'ouvrir un petit peu à l'intelligence de manière générale et à toutes les situations, toutes les actions qu'on met en place. Je trouve que ça renforce encore plus l'idée et la philosophie qu'il y a derrière. Oui, en fait, votre exemple est vraiment super et il nous dit une chose, c'est que comme vous dites, de façon empirique, pardon, expérimentale, vous vous dites que c'est logique, qu'en fait, il faut développer son intuition, mais quand même, pourtant, nous sommes, vous et moi, conditionnés à, avoir un esprit critique, réfléchir avant d'agir, c'est ça aujourd'hui qui est considéré comme étant bien dans notre société. C'est, de devoir, réfléchir avant d'agir, de ne pas écouter son intuition, de justement, au contraire, hein, on appelle ça aujourd'hui souvent un biais cognitif, l'intuition.
On va dire: «Mais voilà, tu es leurré par, des élé par ton stress, par certains éléments qui te disent que» et en fait, voilà, moi, ce que je dis, c'est que ça paraît comme ça évident quand on dit: «Ah bah, l'intuition, c'est important», tout le monde va dire: «Oui, oui, c'est vrai, c'est important» et pourtant, la plupart du temps, quand quelqu'un, écoute son intuition et agit tout de suite, sur cette base-là, on va lui dire: «Non mais, tu agis de façon impulsive, c'est pas bien, il faut réfléchir avant T'es tête d'agir, brûlée. tu une tête brûlée», exactement. Donc je crois que ça, il faut vraiment conditionner, se conditionner soi-même et conditionner nos enfants. Mes enfants quand ils viennent me voir, très souvent, avec une question: «Est-ce que je fais ceci ou cela?» Comme voilà: «Qu'est-ce que je fais maman?» Je leur dis: «Qu'est-ce que tu sens?» et quand ils commencent à me répondre: «Bah, je sais pas parce qu'en fait, il y a le pour c'est ça, le contre c'est ça». Je te demande pas ce que tu penses, je te demande ce que tu sens. C'est pas pareil. Donc ce que tu penses, ça m'intéresse, OK, mais là, tu dois prendre une décision et il faut à tout prix que tu sentes. Il faut pas, la réflexion, elle est avant, elle est bien avant, elle est pas au moment où tu dois prendre ta décision. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je veux rebondir. C'est vous avez parlé de vos enfants qui venaient des fois vous voir et vous racontez dans le livre une anecdote avec, votre fils, lors d'un examen qui vous dit dans la voiture, «Si j'ai mon examen, ce sera» enfin, en tout cas, si J'aurais j'ai fait un cette, braquage. je crois que c'est une bonne note ou «J'aurais fait un C'était le bac. braquage», exactement Mmh. et c'était le bac, OK Ouais, ouais. et juste après, vous développez cette réflexion qui est super intéressante encore une fois parce que ça vient challenger les préconceptions qu'on a, qui est: «Mais si on a quelque chose uniquement par facilité ou par intuition versus quelqu'un qui a bossé, bah, on juge ça comme étant quelque chose de "Ah, c'est un peu de la triche. Ah, c'est un peu mauvais"». Pourquoi est-ce qu'on mérite tout autant d'avoir un résultat purement par intuition ou par facilité que lorsqu'on bosse comme un acharné? Alors la question, comment dire? Je la poserai pas comme ça, pas parce que vous posez de mauvaises questions, mais parce que je voudrais pas qu'on pense que je suis anti-travail. C'est tout le contraire. En fait, moi-même, je suis une travailleuse acharnée, j'essaye justement d'inculquer à mes enfants la valeur travail. Pour moi, la valeur travail est super importante, mais pas tout le temps. Si mon fils était allé au bac, s'était présenté au bac en n'ayant pas travaillé, du tout avant, pendant toutes les années précédentes, en n'ayant pas, acquis, de tout enfin, voilà, toutes les connaissances nécessaires à son grade, ou au grade qu'il voulait passer, alors là, j'aurais dit que c'était vraiment tiré à pile ou face, quoi. Ou s'il se présente, moi mon fils est maintenant, joueur de tennis, professionnel et donc s'il se présente à un tournoi sans s'être entraîné du tout pendant l'année précédente, bon, bah, là, qu'il gagne, qu'il perde, vraiment il n'aura aucun mérite puisque ce sera, seulement sur la chance. Quoique, je dis aucun mérite, mais je le pense pas complètement. En fait, dans le cerveau, quand on fait un apprentissage au départ, on est dans, quelque chose de laborieux, de dur, on est dans vraiment du travail donc qui est essentiellement qui est situé essentiellement dans le cortex préfrontal, et c'est celui de, justement le travail conscient, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, travailler sur la planification, la concentration, la mémoire et cetera. Donc tout ça, c'est la mémoire, c'est pas seulement préfrontale, mais peu importe. En tout cas, on est dans quelque chose de très conscient et de très douloureux quand on apprend quelque chose. Et puis ensuite, plus on va s'entraîner et plus, comme, dirait, je me souviens plus comment s'appelle le golfeur qui disait ça: «Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance» et plus on va vraiment avoir de la chance. Pourquoi? Parce qu'on va créer des automatismes. On va automatiser, une compétence, quelque chose qu'on aura appris et quand on automatise, on passe du préfrontal au pariétal, au cortex pariétal et là, c'est le siège, on peut dire, des pensées automatiques et des modes de fonctionnement automatiques et donc là, on ne va plus avoir besoin de réfléchir et d'être dans le labeur et ça va nous coûter beaucoup moins d'énergie et tout le travail, que mon fils avait à faire pour passer son bac, tout le travail que moi j'ai à faire quand je dois vous expliquer,
les théories que je propose ou que vous avez à faire quand vous interviewez, c'est d'acquérir suffisamment d'automatisme pour que, si on prend l'exemple de vos interviews, vous avez fait un certain nombre d'interviews, suffisamment pour que vous ayez créé des automatismes de questions qui vous viennent assez naturellement et qui vont être les bonnes questions. Tout comme quand mon fils a passé son bac, eh bien il avait créé suffisamment d'automatisme. Quand il va faire un tournoi, il a créé suffisamment d'automatisme au tennis pour savoir que dans telle situation, il faut qu'il balance je sais pas quoi, un coup droit le long de la ligne parce que, c'est ce qui a été le plus efficace pour lui, jusque-là. Donc le cerveau fait des probabilités, il vous donne vos stats quand vous êtes en situation, de prise de décision et c'est sur ces automatismes, donc sur ce flair, transformé en instinct, que vous allez prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que quand mon fils m'a dit: «J'aurais fait un braquage» et ça s'est passé aussi, dans un tournoi en particulier qu'il a fait, où, il n'était pas super fier de lui parce que en fait, ce qu'il avait amené à passer, je sais pas, je sais plus, plusieurs tours, ça avait été un tableau assez facile et cetera et je lui ai dit: «Mais enfin, heu, j'avais un peu honte de lui en tant que fils parce que je lui avais tellement enseigné que, il fallait qu'il mette en place son radar pour pouvoir faire en sorte que les choses lui soient faciles». C'est ça le truc, c'est de faire en sorte de se faciliter la vie. On a un radar exceptionnel qui s'appelle le cerveau et qui nous permet de sentir les éléments. Ça n'a rien d'ésotérique. On sent quand quelqu'un est bon pour soi, mauvais pour soi. On sent où va être le chemin le plus facile pour parvenir à son objectif et être au bon endroit et au bon moment, la plupart du temps, à mon sens, ce n'est pas de la chance. C'est vraiment que le cerveau a bien fait son boulot de nous mettre au bon endroit et au bon moment. Donc qu'il ait été honteux à un moment de gagner plein de tours, de son tournoi assez facilement ou de faire un braquage, ce qu'il appelait un braquage, maintenant on appelle ça des braquages, et positivement pour le bac. Je trouve que c'est pas digne de chez nous, quoi, c'est pas embelliste. On Il faut se faciliter la vie et il faut se sentir bien. Donc c'est en ça, parce qu'on a créé les bons automatismes, pas parce qu'on n'a pas travaillé et qu'on y va au talent. Bien sûr, je trouve ça chouette quand on fait ça, mais c'est moins chouette que quand on a créé les bons automatismes et qu'on les utilise super bien et quand on est passé en mode ultra intuitivo, instinctif et pas en mode, rationnel. D'accord, donc c'est une facilité acquise et pas finalement une facilité juste, due au hasard ou trop naturelle. C'est ça, c'est une facilité automatisée. Comme disent les jeunes aujourd'hui, on a masterisé son domaine. Donc on est devenu, ils disent aussi, ils aiment bien dire GOAT, on est devenu un GOAT de son domaine. Et quand on est un GOAT de Ah son oui. domaine, alors on a automatisé, ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, bien au contraire. Qu'est-ce qui se passe si on se trompe? C'est chouette. Enfin, en fait, le cerveau, il fonctionne, avec les erreurs. J'ai fait un post récemment, à ce sujet-là. Hem, en fait, quand la plasticité cérébrale, pour qu'il y ait un changement, pour qu'on apprenne correctement et qu'on aille vers l'efficacité, la performance, l'excellence, bien sûr, il faut faire des erreurs. Il faut mettre le cerveau en état de faire des erreurs. Donc forcément, ça implique de se tromper. Pourquoi? Parce que quand le cerveau est mis en état, de faire des erreurs, alors il va produire, de ce qu'on appelle l'acétylcholine, ce qui s'appelle l'acétylcholine et qui est un genre de marqueur qui va dans le cerveau qui va dire à vos neurones de changer, d'aller vers autre chose, qui va mettre, d'abord avec l'épinéphrine ou l'adrénaline qui va d'abord, vous mettre en état d'alerte, en état d'éveil, parce que, il y a un truc qui va pas et puis l'acétylcholine va marquer le changement et va dire à votre cerveau de trouver des solutions. Donc c'est super important parce que quand on ne met pas le cerveau en état, d'essai et erreur, heu, il ne peut pas changer. Donc il va se conforter dans ses erreurs et il va jamais aller plus haut. Parce que dans la vie évidemment, bah, vous avez bien compris que ma philosophie et ma religion, c'est de chercher toujours à faire mieux avec soi-même.
de pas se contenter de qui on est, de pas se contenter de son confort. Et quand on se contente de son confort et bien, quand on veut surtout éviter les erreurs, alors, ben, on fait pas d'erreurs ou on en fait moins puisque de toute façon on se planque et on ne s'expose surtout pas, on ne cherche pas, on cherche avant tout la sécurité plutôt que l'intensité. Et quand on fait des erreurs, qu'on soit, qu'on s'expose davantage ou pas, et bien, on promeut le changement. Seulement, il y a une seule, enfin, ou 2 conditions pour que l'erreur soit profitable au cerveau, et à l'apprentissage et à faire mieux ensuite. C'est un, de ne pas abandonner, que ça ne nous mette pas en état de résignation. Le fait d'avoir fait des erreurs, de se dire: «Ah ben zut, alors j'ai raté, 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai raté, mon coup droit», si on garde l'exemple du tennis, bon bah je fais plus de coup droit ou je le fais plus de cette façon parce que manifestement c'est pas la bonne solution. Bon bah là, la résignation fait que le cerveau n'a et l'abandon fait que le cerveau n'apprend rien, il ne va pas s'améliorer, il ne va pas être plastique. Et puis, bah, l'autre possibilité, c'est pas abandonner, mais accepter, se dire: «Ben, ouais, OK, mon coup droit, il est pas génial, mais c'est pas grave, c'est déjà mieux que la plupart des gens, en fait, donc je suis OK avec ça». Je me dis, je suis indulgent avec moi-même, je me dis: «Ben, c'est pas grave, que te j'ai un coup droit qui est OK, et on va dire que c'est bien comme ça, en fait, il est statistiquement meilleur que 60 ou 70 de la population, donc c'est déjà pas mal, et voilà, et on s'en satisfait et on accepte, et alors là, pareil, le cerveau, il apprend rien. Donc le truc, c'est faire des erreurs, c'est super bien, mais ne pas, se résigner quand on fait des erreurs, ni, les accepter en se disant: «Bah, je suis indulgent avec moi-même et c'est OK». Dans ce cas-là, alors le cerveau apprend, et une erreur, c'est top. Il faut être content de ses erreurs et se dire: «Génial, là mon cerveau il est en train d'être merci l'acétylcholine, je vais, ça veut dire que là je suis en super position pour changer, super plus loin position pour changer, donc je vais y arriver». Oh, génial. Alors justement, on va parler du changement puisque la deuxième valeur, c'est l'excellence. Mmh mh. Il y a quelque chose qui vous sort par les narines et vous le mettez Oui. bien en avant dans le livre et c'est intéressant. Il y a une petite partie qui s'appelle «Fuck le bonheur» Ouais. et je pense que c'est intéressant de développer votre vision là-dessus parce qu'on est dans cette valeur qui est l'excellence. Donc pourquoi cette quête de bonheur, mise en avant, aujourd'hui au 21e et en particulièrement en 2023? Pourquoi ça vous sort un peu par les narines? Bah, en fait, c'est pas le bonheur en soi qui est un problème pour moi, c'est d'en faire une priorité. C'est de dire: «Moi, ce que je cherche, c'est le bonheur». Quand on a comme priorité le bonheur, en fait, on a comme priorité le repos. Si je vous demande, j'espère que que vous allez répondre de la façon que j'attends, mais donnez-moi votre image typique quand vous imaginez le bonheur, donnez-moi l'image typique qui vous vient. Ça peut être, passer du temps avec des amis, par exemple? Donc une situation sympa où vous êtes, peut-être, je sais pas, sur une terrasse tranquille, il y a plein de gens aussi qui vous diront, bah, moi quand j'imagine le bonheur, j'imagine, d'être, en train de regarder un coucher de soleil, ou voilà, ou ces choses-là, hein. Quand on imagine le bonheur, en fait, on imagine toujours la paix, la sécurité, et pour moi, ça, c'est le repos du guerrier. Ça évidemment que j'ai envie d'être bien, d'être heureuse, et cetera. Mais c'est une conséquence. C'est une conséquence parce que j'aurais réussi quelque chose de chouette et que je sentirais, tout d'un coup une vague de bien-être, parce que le bonheur, c'est quelque chose de, voilà, c'est pareil, c'est une quête, c'est quelque chose de philosophique, mais ça n'existe pas en réalité. Donc, vraiment, je vais ressentir du bien-être quand je vais faire quelque chose de chouette, ou je veux ressentir du bien-être, mais je ne vais pas chercher le bien-être. Je vais chercher l'intensité, et ça va me donner du bien-être derrière. Je vais me reposer après avoir travaillé durement et après avoir peut-être fait quelque chose de chouette. Et là, je vais mériter mon bien-être. Mais mon but premier n'est pas le bien-être, ça n'est qu'une conséquence. Mon but premier, c'est l'intensité. Il me semble justement que les études qui sont faites, bah, vous avez sûrement beaucoup plus d'infos que moi là-dessus, mais il me semble que les études qui sont faites sur les personnes qui sont en dépression et des dépressions qui durent, le facteur numéro un qui revient, c'est ce manque en fait
de vision, de sens, de direction. En fait, il se passe rien, quoi. C'est juste, ils errent et les gens se sentent errer et ça les détruit complètement, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, c'est la question, vous avez raison, du sens et de se sentir vu, de se sentir important. En fait, on a tous besoin de se sentir important. Même les gens qui vous diront: «Mais non, moi j'ai pas du tout ce besoin-là». On a besoin de se sentir important, de se sentir vu par son environnement. Et je crois que c'est pour ça aussi que, donc il y a une étude Gallup qui ressort à peu près tous les ans, et qui nous donne des chiffres calamiteux pour notre engagement au travail. En fait, nous les Français, nous nous battons pour la dernière place européenne avec les Italiens, c'est une place terrible, pour l'engagement au travail. En fait, donc la dernière étude Gallup nous dit que 6% des gens seulement se sentent engagés dans leur travail, donc se sentent bien dans leur travail. On peut dire, hein, parce que se sentir engagé, quand on se sent pas engagé, ça veut dire qu'on se sent pas super bien dans son travail et qu'au au mieux, on le fait de façon alimentaire et on attend que les 7 heures ou 8 heures passent qu'on puisse rentrer chez soi pour commencer sa vraie vie, quoi. Ce qui est terrible. Donc 6% des gens seulement se sentent engagés dans leur travail et quand on leur demande, ce qu'ils feraient, qu'ils se sentiraient plus engagés dans leur travail, évidemment, c'est pas la réponse de l'argent qu'ils vous donnent. Ils vous disent pas: «Je voudrais un salaire meilleur». Ils vous disent: Je voudrais en fait, ne pas me sentir un numéro dans mon travail, ne pas me sentir interchangeable. Je voudrais sentir que ce que je fais compte». Et en fait, là, j'ai l'impression que ce soit moi ou un autre, c'est pareil, qu'en fait, mon boss, il en a rien à faire de moi et ou que mes pairs n'en ont rien à faire de moi et que globalement, bon, je m'entends bien avec mes collègues, mais en fait, ce que je fais n'a pas de sens parce que je ne me sens pas utile ou je ne me sens pas plus utile qu'un autre. Donc on a tous ce besoin, cette volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, ce besoin de se sentir important et de trouver du sens. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien oui, on tombe en dépression. Pour finir sur, cette notion de cette valeur d'excellence, Mmh. est-ce que on doit viser l'excellence partout, tout le temps? Ou est-ce qu'on doit choisir ses batailles? Étant donné que l'excellence est une quête, oui, on doit viser l'excellence partout, tout le temps. Alors, moi je dis ça, c'est une philosophie en fait. On peut être mauvais dans un domaine, mais tendre vers l'excellence, ça veut dire que quand on est obligé de s'adonner, je sais pas, je dis une bêtise, moi j'ai horreur, comme beaucoup de gens, hein, vraiment je déteste faire le ménage ou je déteste, faire ma valise. Ça c'est un truc, vraiment, mais j'attends jusqu'au dernier moment à chaque fois pour faire ma valise parce que vraiment c'est un truc que je déteste et sur lequel, je suis pas bonne, parce que je suis pas très bonne en planification. Mais quand je le fais, j'essaye quand même de le faire le mieux possible. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi, de pas prendre mes affaires comme ça et de les jeter dans la valise. Je vais essayer d'avoir, même si je suis pas la meilleure pour ça, je vais essayer d'avoir la meilleure organisation possible, pour pouvoir le faire. Donc voilà, si je veux tendre vers l'excellence, même dans les domaines où je suis nulle, eh ben, j'essaye de les compenser correctement. J'essaye de quand je les fais, de faire le truc au moins à peu près correctement, quoi. D'accord, c'est toujours cette quête de aller vers l'avant, quoi qu'il arrive. Même si on part de très, très bas. Exactement, tout à fait, c'est ça. OK. On va passer sur la troisième valeur, qui est l'audace et il y a une phrase que j'ai retenue du livre qui est: «Se différencier, c'est ce que nous voulons tous, mais il ne faut surtout pas le dire». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase? Se différencier, c'est ce que nous voulons tous, parce que c'est, justement ce qu'on vient de dire, c'est se sentir important, se sentir différent. Mais il faut surtout pas que ça se sache, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout politiquement correct, ou bien pensant ou bien sous tout rapport de vouloir se différencier et de vouloir être puissant, important, alors quand on dit: «Je veux donner du sens à ce que je fais», ça c'est très tendance et ça va, de dire: «Je veux donner du sens». Mais en fait, quand on comprend que donner du sens, ça veut dire je veux me différencier des autres, je veux être vue comme une individualité à part entière et je veux qu'on me voie et qu'on dise: «Ah ben tiens, Hugo, il est comme ci, comme ça», heu, alors là, bah, ça passe plus, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, on n'assume pas de vouloir être le premier, le meilleur, de vouloir aller à des concours parce que même l'aspect concours, c'est mal vu, de vouloir être meilleur que les autres, de vouloir faire donc à part dans le sport, où c'est encore, un milieu protégé pour ça, mais sinon, c'est pas bien. Donc on le veut tous, mais on va pas le dire. Ça, c'est purement une construction sociale, j'ai l'impression, parce que
Il y a toujours des plus forts et des plus faibles dans la nature humaine. Je parle pas d'écraser les autres, je parle pas de force physique, je parle on peut être différent par plein de leviers et meilleur par plein de leviers et c'est pas grave en fait. C'est bien même d'être bon dans quelque chose et d'être meilleur que les autres dans quelque chose. Pourquoi ce serait une tare d'être bon et d'être meilleur que les autres dans un petit domaine spécifique? Ce qui est grave dans ce que vous venez de dire, c'est que vous ayez été obligé de vous justifier en disant: «Il y a toujours des plus forts et des plus faibles et c'est normal». Bien sûr qu'on a envie d'écraser les autres, ça c'est pas qu'on a envie de dire qu'on directement d'écraser les autres, mais à partir du moment où on a envie d'être meilleur dans un domaine, ça veut on n'est quand même pas débiles. On sait tous ce que ça veut dire que d'être meilleur dans un domaine. Ça veut dire que l'autre, ben, va être moins bon et que donc on va l'écraser ou lui faire de l'ombre. Vous voyez? C'est mathématique, c'est comme ça quand vous faites un match de tennis, bah, il y a un gagnant et un perdant. Donc l'autre, si vous avez envie de gagner, ça veut dire que vous avez envie de l'écraser. Mais vous allez jamais le dire comme ça. «Ah, je voulais l'écraser, ben, je l'ai dégommé, je vais dégommer sa tronche, au gars». Bah non, en fait, mais c'est ce qui se passe pourtant. C'est exactement ce qui se passe. Donc oui, vous avez raison, dans la nature, c'est comme ça. Dans la nature, ben, oui, il y a vraiment le plus fort, le plus faible et puis il y a la sélection naturelle qui fait bah, que ce sont, les plus forts qui vont rester, et c'est même bien parce que l'épigénétique nous dit que plus on va, valoriser les plus forts, plus on va, faire en sorte d'être plus fort et c'est pour ça que je pense que l'embellisme est super important, plus on va, avoir une descendance qui sera forte aussi. Donc, heu, je pense qu'il s'est passé quelque chose, il y a à peu près 2000 ans, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est pas bien de vouloir être le plus fort. Et ce qui s'est passé, c'est que, il y a eu un gars, ce gars-là, donc c'est Jésus et Jésus, à partir de Jésus, en fait, le Nouveau Testament, nous dit en permanence que, et c'est la première fois qu'on l'entend, je pense, dans l'histoire, dans les des traces, humaines, nous dit que si tu fais partie des forts, alors tu n'iras pas au paradis et tu es plutôt un mauvais et si tu fais partie des faibles, des humbles, des pauvres et cetera, eh bien, tu mérites ton paradis. Et à partir de là, je crois que ça change toute la donne. C'est très court dans l'histoire de l'humanité, mais pourtant, je pense que nous sommes toujours imprégnés de ça. Quand on pense à Jésus, on pense on a cette image de cet homme très féminin, très délicat, qui tend l'autre joue, qui valorise sa fragilité en disant mais non, il aurait pu 1000 fois se sauver de sa croix, il aurait pu 1000 fois voilà, reprendre son pouvoir, sa puissance, mais non, il nous montre que c'est pas bien de faire ça, qu'il faut souffrir, qu'il faut être vulnérable, qu'il faut et donc il y a plein de phrases comme ça et que j'ai reprises du Nouveau Testament, donc la première: «Jésus dit à ses disciples: "Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux"». Ou encore: «Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux», et cetera, et cetera. Donc j'ai 2 pages remplies de cette injonction à ne pas être puissant. Ce qui est fou, c'est que ça me choque, ça me choque pas particulièrement, mais je veux dire ça il y a une certaine, agressivité ou violence dans les propos, de dire, c'est plus facile pour un chameau de passer dans un trou d'aiguille que pour un riche d'aller aux cieux. C'est quand même assez, on n'est pas du tout dans la bien-pensance, actuelle, quoi. Et par contre, quand on est dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on dit, «Bah, oui, j'ai de l'ambition. Oui, j'ai envie d'être le numéro un. Oui, j'ai envie d'être le meilleur. Oui, j'ai envie de disrupter telle industrie» et cetera. Là, on est tout de suite catalogué comme quelqu'un bah, justement qui règle le parquet, qui fait pas attention aux autres et cetera. C'est marrant, il y a toujours 2 poids 2 mesures, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que le bien est, aujourd'hui est situé d'un côté et donc quand on fait partie du camp du bien, enfin qui n'est pas le mien ni le vôtre, si j'ai bien compris, mais quand on fait partie du camp du bien d'aujourd'hui, c'est-à-dire des essentialistes ou de ces dits, humanistes, eh bien, on a le droit d'être agressif envers ceux qui sont, pour eux dans le camp du mal, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que vraiment,
on a le droit d'être agressif contre les puissants. Ça, on peut. Tout ce qui va représenter la puissance, on va dire, l'homme blanc, de 50 ans, enfin, ouais, le grand chef d'entreprise, et cetera. Là, on a le droit de leur cogner dessus, il y a aucun problème. Mais, le faible, le fragile, le vulnérable, non, et au contraire, c'est devenu vraiment une monnaie d'échange. On est plus on va montrer sa vulnérabilité, plus on va montrer qu'on est une victime, et cetera, et plus, on va nous taxer de courage, enfin, ou nous qualifier de courageux et de quelqu'un de bien, et plus on va avoir, de likes et de vues sur les réseaux sociaux. C'est terrible, en fait, vous voyez, ça c'est ces gens bon, qui font pas grand-chose sur les réseaux sociaux, enfin qui n'ont pas, enfin, notre ou ma, en tout cas, je peux dire pour moi, notre assiduité à être là, à essayer d'être présent, à travailler pour être présent, sur les réseaux sociaux, et donc enfin, voilà, ils font évidemment pas beaucoup de ils n'ont pas beaucoup de présence sur les réseaux. Puis tout d'un coup, ils vont vous publier un truc en disant, «Ah voilà une photo de moi avec mon petit frère handicapé, qui est trisomique ou je sais pas quoi, bam, t 15 000 likes, de je sais pas combien de vues. «Ah, qu'est-ce que tu es courageux de l'accompagner», et tout ça, et voilà, enfin, c'est terrible. Je trouve que c'est pathétique, et même, on nous apprend quand on apprend les réseaux sociaux, évidemment, j'ai travaillé pour apprendre ces codes-là, et il y a des gens qui nous apprennent. Et qui nous font des masterclass en nous disant, «Travaillez votre vulnérabilité, montrez votre vulnérabilité, et montrez si vous êtes en dépression, montrez, les cachets que vous prenez», et cetera, et cetera. C'est devenu, hyper marketing. Pourquoi c'est devenu hyper marketing? Parce que on est dans le camp du bien. On est dans le camp du mal quand on montre son ambition, et on est dans le camp du bien quand on montre sa vulnérabilité, parce qu'on dit vulnérabilité, mais en fait, c'est sa faiblesse. Sauf que c'est beaucoup plus tendance de dire, vulnérabilité que faiblesse. Alors justement, il y a un commandement que vous donnez dans le livre. Vous dites ne fondez aucune gloire sur l'apitoiement. Ouais, Et, et c'est quelque chose. Je réagis là-dessus parce que ça me donne enfin l'occasion d'en parler, mais c'est quelque chose qui moi m'insupporte. Je dis pas que il faut pas parler de certaines failles ou euh, qu'il faut faire croire qu'on est invincible. Je sais pas ce que je suis en train ouais. de dire, mais que ça soit devenu effectivement la monnaie d'échange sur les réseaux et que ça ait pris le pas, pardon, sur des contenus éducatifs. Ça, par contre, moi, ça me sort par les narines. Le problème, c'est pas forcément de faire une publication en disant je suis tombé, puis je me suis relevé, voilà ce que j'ai fait après. Le problème, c'est de juste faire une publication en disant je suis tombé, point. Voilà, Et comme vous le dites, exactement. 15 000 likes et tout Mmh. le monde est content. Et puis tout le monde parle de courage en plus. On va dire: «Mais quel courage, d'en avoir parlé, ou quel courage de le dire», mais en fait, c'est de dire qu'on a souffert. Est-ce que c'est vraiment du courage, ou est-ce qu'au contraire, c'est de la lâcheté de dire: «Bah voilà, je suis comme ça, j'ai souffert, regardez-moi». Je trouve que ça vraiment ça se discute, quoi, et aujourd'hui le courage, c'est plus une action qu'on a faite, c'est plutôt, d'avoir dit qu'on a souffert, ou de montrer au monde qu'on souffre, et là, c'est considéré comme courage, c'est terrible. Alors, je vais faire une petite digression parce que je suis très intéressé par votre réponse. Parce que une des valeurs que vous mettez, enfin, un des commandements que vous mettez en avant dans le livre, donc c'est ça, c'est de ne fonder aucune gloire sur l'apitoiement. Mais on vient de le dire, les plateformes mettent beaucoup ça en avant. euh, Ça fait beaucoup de likes, ça fait beaucoup de visibilité, etc. Donc, si on est entrepreneur ou auteur, qu'on veut vendre des livres, La qu'on fin veut justifie les faire moyens, diffuser son quoi. podcast, etc. Exactement. Est-ce que la fin justifie les moyens? Non, la fin ne justifie pas les moyens, et jamais de ma vie, je sais que jamais de ma vie, dirais: «Voilà ce qui m'arrive, c'est terrible», et tout ça. Juste ça, vous avez complètement raison en disant, s'il y a une suite, si je dis: «Ben, voilà ce qui m'arrive», là, bah, récemment, par exemple, j'avais un post LinkedIn où je disais, qui a, super, super bien marché, qui disait, il y avait une grosse photo, de Gérard Depardieu, et je disais: «Aujourd'hui, je n'ai plus le droit, je n'ai plus le droit d'aimer Depardieu, Céline, Houellebecq, et cetera, parce que, quand on est un humaniste, on aime, on est un sermonneur, on aime les choses tièdes», et ce post a été signalé
comme faisant l'apologie, enfin, oui, diffusant des propos haineux et donc il a été pendant quelque temps, pendant à peu près une semaine, je crois, le temps qu'on vérifie qu'en fait, il y avait aucun propos haineux, il a été, sorti de la plateforme LinkedIn, il a été, signalé et arrêté. Et donc, bah, là, je m'en suis plainte, c'est-à-dire que donc j'ai mis, je l'ai mis sur Instagram, j'ai fait plein de stories avec des captures d'écran montrant que j'avais été, donc on pourrait dire, ben, oui, elle se victimise puisque, mais, là, je pense que j'étais encore dans mes clous à moi, c'est-à-dire que c'était pas de la victimisation, je me suis pas plainte en disant: «Mais vous vous rendez compte ce qui m'arrive, c'est terrible, et voilà, je vais plus avoir de ma voix est bridée et cetera et cetera. C'était, bah, regardez la dictature des humanistes jusqu'où elle va et ça a nourri, mon propos. Donc c'était une plainte qui, je pense, était utile parce que c'était pas une plainte larmoyante et qui disait: je cherche du soutien». À partir de ça, c'était, voilà combien mon propos est juste et regardez combien mon propos est juste puisque quand je dis quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'humanisme ambiant et de l'essentialisme, alors, on me censure finalement. On va finir que la quatrième valeur, la valeur du rayonnement. Vous expliquez dans le livre que la plus grande responsabilité, c'est de servir de phare pour les siens. Donc en fait, dans la discussion qu'on a eue juste avant, on pourrait penser qu'il y a cette notion d'individualisme, de quête de l'excellence tout seul en fait, d'écraser les autres, etc. Comme on en a parlé un petit peu avant. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas ce que vous présentez dans le livre. C'est tout l'inverse même. Vous parlez plutôt de cette quête individuelle, mais qui sert en fait le bien commun, la communauté. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Quand on pratique, une religion et pour moi c'est l'embellisme, on doit rayonner pour sa communauté. On doit montrer cet exemple pour la communauté. Servir d'exemple, c'est créer une expérience et je crois beaucoup dans l'expérience. C'est créer une expérience pour sa communauté. Ça, c'est montrer à sa communauté, ce comment, il est bon de se comporter selon moi évidemment et selon les principes de l'embellisme. Et c'est comme dans une famille où on montrerait l'exemple, c'est un vote important qu'on fait quand on montre l'exemple de, essayer d'utiliser le système, profiter du système au mieux. On montre cet exemple aux siens, eh bien, ben, les siens se comporteront comme ça et c'est une manière de voter et en fait, je donne cet exemple de si il y avait un extraterrestre qui arrivait sur Terre, je voudrais lui montrer en fait ce que je considère comme étant le meilleur de l'être humain. Donc je ne lui montrerai pas de la vulnérabilité ou je ne lui montrerai pas ce côté, le côté victimaire que certains peuvent aimer. J'essaierai de me porter haut et de lui montrer le mieux. Donc pour moi, ça c'est le vote le plus important. Et donc pour ma communauté, il faut à tout prix que je rayonne. C'est important que je rayonne et que je montre, ce meilleur de moi-même, pour servir d'exemple à ma communauté et je crois que tous les membres de ma communauté, que ce soit les gens qui nous entendent et qui sont plutôt dans cet état d'esprit-là ou mes proches, tous les membres de ma communauté, je pense, doivent, heu adopter ce comportement au quotidien pour servir d'exemple parce que nous allons transmettre, c'est ce que nous transmettons comme type de comportement à nos enfants et à notre descendance. Et puis par ailleurs, en fait, je crois que la notion de responsabilité aujourd'hui, elle est assez biaisée parce que je pense aujourd'hui, on acoquine la notion de responsabilité avec celle de sécurité. Très souvent, on parle de quelqu'un de responsable comme étant quelqu'un qui garantit la sécurité des siens, en gros. Et je suis pas d'accord avec ça. En fait, bien sûr que je pense que je vais pas mettre mes enfants en danger exprès, mais si, c'est pas vrai en fait, je vais mettre mes enfants en danger exprès, en tout cas pas en danger de mort, mais ça fait partie des choses que je leur apprends, c'est à prendre des risques justement. C'est pas à prendre des risques n'importe comment, il faut qu'ils soient d'abord sécurisés pour prendre des risques. Mais en tout cas, ça va pas être la valeur première ne va pas être la sécurité. La valeur première, ça va être de vivre de l'intensité. Comment ça se traduit, une éducation embelliste? Bah, ça se traduit, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bah, il y a pas longtemps, ma fille, m'a menti. Heu, Oh, ouais, c'est dingue, c'est dingue.
En fait, je suis pas fondamentalement ni pour ni contre le mensonge. Je sais qu'on ment tous, je sais pas, on va mentir à un ami quand on n'a pas envie de sortir et qu'il nous propose de sortir et on va lui dire bah non, je suis pris ce jour-là, alors qu'en fait on n'a pas envie. Ça nous est arrivé à tous, même à ce fameux ami. Et c'est un mensonge et il est très utile. On ment aux enfants en leur disant que le Père Noël existe, etc., etc. Donc bon, il y a pas je pense que le mensonge pathologique, c'est le mensonge qui n'est pas utile. Mais le mensonge utile, bah, il est utile. Donc il est OK. Donc, ma fille m'a menti, et c'était utile pour elle parce que j'étais partie pendant plusieurs jours. Et en fait, elle doit tous les jours faire c'est une application, je vais faire de la pub pour cette application, mais qui s'appelle Duolingo, que vous connaissez certainement. Donc tous les jours, elle doit faire un quart d'heure d'anglais sur Duolingo. Et puis, en mère control freak, tous les samedis matins, je reçois le bilan de sa semaine et donc je peux voir si elle a fait son quart d'heure tous les jours. Et donc voilà, cette semaine-là, j'étais pas à la maison. Et quand je l'appelais, je lui disais alors t'as bien fait ton Duolingo? Puis elle me répondait oui, oui, pas de problème. Puis j'arrive et je regarde le samedi et le samedi, il y avait 0 minute, 0 seconde de Duolingo. Et donc voilà, Rose viens voir, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc ma fille m'explique que elle m'a menti parce que elle m'a dit mais tu allais me disputer si je t'avais dit la vérité. En fait, la vérité c'était que elle passait du bon temps avec son grand frère. Son grand frère lui proposait après l'école, lui proposait d'aller jouer au basket. Et donc c'était, forcément il y avait pas de place pour le Duolingo. Et puis en soi, c'est pas grave du tout qu'elle se soit pris une semaine off. Mais elle a pas osé m'en parler parce que, je l'aurais disputée. Et donc, je lui ai dit, je lui ai donné une punition. Et je lui ai pas donné une punition parce qu'elle m'avait menti, parce qu'encore une fois, je comprends en fait qu'elle m'ait menti à ce moment-là, mais je lui ai donné une punition parce que elle avait manqué de courage. Parce qu'elle avait manqué de courage, pour, négocier avec sa maman. Peut-être que j'aurais dit oui, peut-être que j'aurais dit non, je n'en sais rien. Je pense que j'aurais dit oui, à vrai dire, si elle me l'avait demandé correctement en disant: «Écoute, pour une fois, est-ce que tu veux bien que pendant une semaine ceci, cela?» Mais il se trouve qu'elle l'a pas fait. Et donc je lui ai donné une punition. J'adore la punition de donner des lignes à écrire, je sais pas, il y a un truc pervers en moi, je sais pas, j'adore, voir mes enfants. Alors maintenant c'est C'est mon l'enfer de fils est trop l'école. grand pour ça, mais ouais, c'est ça. Puis, enfin, il y a une notion bon, je suis auteure, alors vraiment j'ai une j'adore la langue française, etc. Et donc voilà, c'est super important pour moi que ça les fait écrire, ça les fait écrire du français. Donc comme ça on peut en même temps ça leur apprend des mots. Je vérifie bien que tout soit écrit correctement et tout ça. Et donc la phrase, je l'ai fait copier 50 fois. Je trouve ça honnête, je trouve ça gentillet même 50 fois. Euh, je ne dois pas manquer de courage ou quelque chose comme ça. Ou je dois être courageuse. Je pense que j'ai dû le tourner positivement. Je dois être courageuse. Voilà. Donc je crois que ça fait partie de l'éducation embellie. C'est-à-dire un autre aurait sûrement donné la punition ou réprimandé le fait d'avoir menti. Pour moi, c'est ok de mentir, mais c'est pas ok de manquer de courage. Donc, ça fait partie des voilà des choses de l'embellisme, justement de prendre des risques, d'avoir de la créativité, de marquer sa différence. Voilà, si ma fille fait quelque chose de standard, mon fils c'est pareil, mais ça, étant donné qu'il a 20 ans, on est un peu moins dans l'éducation qu'autrefois. Donc pour ma fille, elle a 12 ans maintenant, ça parle mieux. Voilà, si elle fait quelque chose de standard, je vais pas m'en émerveiller. Je vais lui dire oui, c'est bien, ok, d'accord, mais je vais vraiment valoriser quand elle montre une personnalité différente, quand elle montre du peps et quelque chose de vraiment particulier, quoi. Donc on valorise beaucoup ça. Et puis voilà, on valorise pas la sécurité. Ça c'est plutôt dans les points négatifs. Si un de nos enfants se met en sécurité avant tout, qui se mettent en sécurité, enfin
je vais dire à mes enfants, sois pas débile, quoi, hein, tu vas pas, s'il y a du feu, tu vas pas mettre ta main dans le feu, point, voilà, ça. Mais, c'est, vraiment, si tu dois prioriser entre, la sécurité et le je sais pas, montrer au monde qui tu es, bah, tu vas préférer être ridicule plutôt que de te préserver toi-même, quoi. Et être ridicule et et montrer ce que tu sais faire plutôt que de te préserver toi-même. Ça, c'est vraiment important chez nous. Je me souviens dans le livre que vous donnez l'exemple aussi de la lecture. Vous dites que si vous prenez, enfin, je sais pas si c'est un exemple personnel ou en tout cas si c'est un exemple juste généraliste, mais prendre un enfant en train de lire à, par exemple, 23h, au lieu de dormir, et ben, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il lit, plutôt qu'une mauvaise chose parce qu'il est pas encore couché. Donc c'est vraiment une philosophie et une vision des choses qui est différente. C'est ça, ouais, j'entends beaucoup de parents qui réprimandent leurs enfants et il y a heureusement, encore des enfants qui sont férus de lecture et qui réprimandent leur enfant, parce que, ben, il est 23h et tu dois dormir à cette heure-ci, c'est pas possible, donc le sommeil, c'est super important. Tous les médecins du monde te disent qu'il faut que tu dormes tes 8 ou 10 heures par nuit si tu es un enfant tout petit, tout ça, c'est pas possible et demain tu vas être fatigué, puis demain tu vas être énervé, puis tu vas me casser les pieds parce que tu vas être énervé à cause de la fatigue et tout ça. Ça, je pense que vous l'avez certainement déjà entendu. Et chez nous, bah oui, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que évidemment, on va veiller le plus possible à ce que nos enfants dorment correctement. Par contre, bah voilà, si je trouve, alors mes enfants sont pas des fanats de lecture, mais donc justement, si je quand je les ai trouvés, parfois, avec un livre, à la main, dans leur lit, à 23h étant petits, alléluia, alléluia, c'est merveilleux, vas-y, tu lis autant que tu peux. Et de la même façon, c'est arrivé, souvent que mes enfants, comme tous les enfants du monde entier, se relèvent à minuit ou viennent me voir à minuit en disant j'arrive pas à dormir, qu'est-ce que je fais? Bah, tu restes dans ta chambre en fait tant que tu restes dans ta chambre, tu joues, tu fais tout ce que tu as envie de faire, mais tu le fais dans ta chambre, si possible dans ton lit, et puis j'en entends plus parler, mais je suis pas là en train de dire mais oh c'est terrible que tu arrives pas à dormir, attends, on va essayer de trouver un moyen, je vais venir, je vais te enfin, je suis une maman, ultra câline et cetera, mais enfin, je pense, je suis une vraie mère, à la fois, je suis un mélange de juive et d'italienne, donc vraiment, en ça, je suis ultra tactile, câline et cetera, mais à ces moments-là, précisément non. À ces moments-là, c'est: «Mais débrouille-toi tout seul avec ton insécurité». C'est important pour moi qu'ils arrivent à se débrouiller avec leur insécurité, donc je les laisse la vivre cette insécurité. Je vais pas leur faire un chocolat chaud ou quoi que ce soit. Je vais dire: «Bah, tu gères ton truc dans ta chambre, en fait, fais ce que tu veux, occupe-toi. De toute façon, voilà, tu dors pas, mais bah, fais un truc qui soit agréable ou utile pour toi à ce moment-là et puis tu éteindras quand tu éteindras, qu'est-ce que tu veux?» Il y avait aussi cette petite anecdote qui n'est pas dans le livre, mais que vous avez raconté dans un autre podcast que vous avez fait, où votre fille s'est fait embêter, alors pas quelque chose de très, très méchant, je crois, mais s'est fait embêter par une autre fille, et vous lui avez dit, bah, si elle recommence, fais-lui une baigne. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé que c'était hyper représentatif. D'ailleurs, j'ai failli commencer le podcast avec ça. Hyper représentatif de la philosophie, de la religion embelliste que vous mettez en avant. Euh, Parce que c'est très imagé, mais ça montre que quelqu'un de bien n'est pas forcément quelqu'un de faible. Oui, oui, tout à fait. Et puis j'ai vu, dans les commentaires, suite à cette interview-là, il y avait une dame qui disait: «Bah, dis donc, cette dame qui se prend pour une intello et qui dit et qui dit: "Mets-lui une baigne", on réagit par la violence et pas par sa tête, quoi. Elle aurait pu répondre quelque chose d'intelligent plutôt que nananana, vraiment, quelle honte madame» et tout ça. Et j'ai adoré cette réponse parce qu'évidemment elle est complètement, stupide. C'est-à-dire que ma fille, alors pour le coup, c'était l'année dernière, et il y avait une fille qui était assise à côté d'elle et qui très souvent la traitait d'intello,
Et enfin, ça a été doublement éducatif pour moi parce que d'abord, et ça, pour moi, c'est terrible. Ma fille, au bout de quelques fois qu'elle s'est fait traiter d'un télo par cette copine, on peut dire, est venue me demander si c'était du harcèlement. Et là, j'ai bondi parce que cette question du harcèlement, elle est beaucoup traitée en fait aujourd'hui à l'école. Je dis pas que le harcèlement soit bien, mais que ma fille ait pu se dire, je me suis dit, au même âge, jamais de ma vie, je me serais demandé si on me harcelait, quoi, parce que quelqu'un me disait plusieurs fois, t'es petite ou t'es, je sais pas quoi, ou t'es ridicule, enfin, peu importe, quoi. Et aujourd'hui, tout de suite, hop, les enfants sont conditionnés à se dire qu'ils sont harcelés, quoi, et à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de me harceler? Et là, en ce moment, elle est en train de vivre des choses avec ses copines où, donc il y a une copine qui envoie beaucoup de messages à une autre, mais bon, ça m'a pas l'air. Et la maman a répondu à la copine, elle a pris le téléphone, elle a dit attention, ça commence à être du harcèlement. Et donc entre dans le petit groupe de copines, elles en discutent comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est non, mais c'est du harcèlement ou c'est pas du harcèlement? Je me dis que rien qu'on se pose la question, ça devient dysfonctionnel, quoi. On peut plus dire quelque chose ou insister en disant à quelqu'un, bon, je sais pas ce qu'il en est exactement, peut-être que je me trompe et qu'il y a vraiment harcèlement, mais je crois pas. J'ai l'impression juste que c'est deux copines qui sont pas d'accord l'une avec l'autre, et il y en a une qui insiste en disant mais non, c'est pas vrai parce que ceci cela, et hop, harcèlement. Donc voilà, ma fille l'année dernière arrive avec ce truc-là. Est-ce que c'est du harcèlement? Écoute, non, là, c'est pas du harcèlement, c'est juste une fille qui t'emmerde, quoi. Donc il faut que tu te défendes. Donc d'abord, on a essayé la répartie, mais bah, voilà, elle est petite, elle a pas encore la répartie qui vient toute seule, même tout en étant une intello, ça vient pas naturellement. Bah, tu peux essayer de lui dire ça, mais non, j'oserais jamais, j'oserais jamais. Je dis, bah alors dans ce cas-là, tu lui mets une baigne. Et je crois que je lui ai dit avant la baigne, je lui ai dit dans ce cas-là, si t'as pas des mots brillants qui te viennent, tu lui dis ta gueule connasse. D'abord, c'était le premier truc. Et ma fille, c'est une vraie poupée, quoi. Vraiment, elle est gentille avec tout le monde. Enfin, c'est tout l'inverse de sa maman, quoi. Vraiment, c'est la poupée gentille, tout le monde l'aime à l'école et tout ça. Et ta gueule connasse, c'était pas possible. Alors je le dis évidemment en la provoquant parce que je sais très bien ni qu'elle allait dire ta gueule connasse, ni qu'elle allait dire, ni qu'elle allait lui mettre une benne. Donc là, je dis bah, donc mets-lui une benne. Mais non, mais je vais me faire disputer. Je vais, elle va tout de suite le dire et puis je vais me prendre une heure de colle et tout ça. Je me dis mais si c'est ça, t'inquiète pas, moi je suis là, je suis là en backup. Je préfère largement que tu te défendes et que tu à ce moment-là, c'est adéquat. C'est juste de se défendre et de pas se laisser maltraiter. Je trouve que c'est un manque de responsabilité que de se laisser maltraiter. Donc là, tu assumes, tu te laisses pas faire et voilà, tu fais comme tu veux en fait. Et moi, je serai là et je serai en backup. Et si jamais il y a conseil de discipline, je sais pas quoi, ou que tu es viré du collège, eh ben tu seras viré du collège. C'est pas gravissime. Moi, je préfère ça plutôt que tu sois une odeur incolore et sans saveur et que tu te laisses marcher sur les pieds par une abrutie qui te traite d'intello, quoi. J'adore cette citation de Jordan Peterson qui dit soyez un monstre et apprenez à le contrôler. Si vous ne pouvez pas faire de mal, vous êtes juste faible. Et cette citation, elle a fait très polémique parce qu'en fait, tout le monde lui a reproché de dire, bah, vous êtes en train de dire aux hommes, parce que ça s'adressait principalement aux hommes, parce qu'il parle beaucoup aux hommes. Vous êtes en train de dire aux hommes d'être agressifs, d'être violents, etc. Et c'est pas du tout ce qu'il disait en fait. Il disait que la capacité d'être agressif et de le contrôler fait beaucoup moins de mal à la société. Enfin, un homme qui peut être agressif et qui est capable de le contrôler fait beaucoup moins de mal à la société qu'un homme qui est faible et qui reconnaît cette faiblesse-là. Et qui dit que s'il n'est pas agressif, c'est parce qu'il ne le souhaite pas, etc. Nietzsche dit la même chose. Aujourd'hui, il faut défendre le masculin chez l'homme ou chez la femme d'ailleurs, ce côté instinctif, courageux, combatif. Je crois qu'on en a soupé vraiment de cette ère où tout doit être dans la rondeur féminine. Et encore une fois, je ne parle pas d'homme ou de femme, mais de masculin, féminin, tout le monde.
le monde valorise tout ce qui est ultra féminin, hypersensibilité. On est quelqu'un de bien quand on est quelqu'un d'hypersensible, on est quelqu'un d'humain quand on est rond, gentil, quand on se laisse marcher sur les pieds, mais que on est gentil quand même. L'intelligence entre guillemets émotionnelle, les garçons à l'école qui sont réprimandés dès qu'ils ont un comportement de garçon, ça, je n'en peux plus en fait, et je pense que qu'on peut très bien être une femme ultra féminine, mais porter un fort masculin, et que c'est comme ça que les femmes de l'histoire s'en sont sorties. Toutes les Hatshepsut, Freydis, la grande Catherine, Frida Kahlo, Simone Veil, toutes ces grandes femmes de l'histoire, le mouvement féministe aujourd'hui veut nous faire croire qu'en instituant des quotas, en faisant en sorte de valoriser toutes les femmes, etc., c'est comme ça qu'on s'en sort, et puis on met ces femmes, l'image de ces femmes sur des t-shirts et des tasses à café. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que ce qui a fait qu'elles elles s'en sont sorties dans un monde autrement plus machiste que le nôtre aujourd'hui, c'est que c'est le masculin qu'elles avaient en elles. C'est cet instinct, ce courage, cette indifférence au jugement d'autrui, etc. Et aujourd'hui, on préfère mettre des béquilles aux femmes et à ma fille. Vous voulez mettre des béquilles à ma fille en lui disant tu te fais harceler, viens me voir si t'es harcelée, etc. Plutôt que de l'aider à se défendre, et vous allez la pointer du doigt si jamais elle met une baigne à une fille qui l'embête. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme message à ma petite fille, quoi? C'est pas possible, je ne veux pas ça. Donc, ce que Jordan Peterson dit, évidemment, je souscris à 3000%. Et Nietzsche dit la même chose, d'autant plus que Nietzsche dit la même chose. C'est aujourd'hui, on fait passer la lâcheté pour un contrôle de sa force, mais pas du tout. En fait, bien sûr que Jordan Peterson a raison, ou comme justement comme de la dignité, du courage et tout. Mais non, t'es juste faible en fait. Tu n'oses pas attaquer, agresser. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'il a mal fait son boulot, on vous dit que vous êtes désagréable et que vous êtes quelqu'un de mal élevé. Non, je te dis juste que tu as mal fait ton boulot, mais sauf que moi, j'ose te le dire. Je prends mon courage à deux mains, je prends mon téléphone et je te dis, écoute, là, ce truc-là, ça fait la 3e fois ou la 10e fois que tu me fais la même erreur. C'est plus possible, en fait, ça va pas. C'est pas du bon travail. Aujourd'hui, si vous dites ça, vous êtes quelqu'un qui se la joue, non, en fait, il faut qu'il puisse y avoir encore de la friction. Et je crois que c'est ça que Jordan Peterson nous dit, c'est contrôle ton pouvoir. Tu as un pouvoir, assume-le, sois agressif quand tu dois être agressif, n'évite pas l'agressivité, mais sois doux quand il faut être doux. D'ailleurs, lui-même, il y a plein de vidéos où on le voit en train de pleurer ou en train de fondre en larmes pour des questions il est OK avec ça. Et ça, c'est un homme, un vrai. C'est un homme, un vrai, même avec un grand H. On peut mettre les femmes là-dedans. C'est ne pas fuir son émotion, mais ne pas fuir non plus son agressivité. Il y a des moments où il répond de façon hyper âpre, où il est très virulent, et où la personne en face ne s'en rend pas compte, mais ne s'y attendait pas, pardon. Mais c'est pas de l'agressivité pour l'agressivité, c'est simplement ça demande une réponse agressive à ce moment-là. Donc je crois que c'est comme, je donne souvent cette image de la petite cuillère, de la communication non violente, et tout cet univers de gentillesse, de guimauve et d'être bienveillant envers l'autre, etc. C'est comme si on disait à quelqu'un, tu dois utiliser ta petite cuillère pour tous les plats, en fait. Tu manges de la viande, tu utilises ta petite cuillère. Non, en fait, il y a des moments où il faut piquer, où il faut couper, et puis il y a d'autres moments où il faut utiliser la petite cuillère. Je souhaite que mes enfants, que les miens, que ceux qui nous écoutent et qui aiment l'embellisme utilisent tous leurs couverts. Elle est géniale cette métaphore. Je vais finir sur une dernière chose pour cette valeur du rayonnement, et puis ensuite on passera aux questions de la fin. Je vais finir sur un commandement. Vous dites développer un ego très fort, mais bien placé. Donc pourquoi un ego très fort et pourquoi bien placé? L'ego très fort, c'est parce que très souvent, on dit: «Ah, c'est quelqu'un qui a un fort ego», comme si c'était pas bien, en fait, d'avoir un fort ego, et je trouve que c'est vraiment très hypocrite, parce que on n'arrête pas. Il y a des milliers
de bouquins dans le monde entier sur la confiance en soi, comment développer sa confiance en soi. Et les gens vont presque le dire avec, vous savez, c'est comme quand vous allez à un entretien de recrutement et qu'on vous demande quel est votre principal défaut, et puis la personne va répondre: «Je suis trop gentil». Comme si ça, ça a l'air d'être un truc chouette, quoi, où je manque de confiance en moi. C'est un truc chouette de dire qu'on manque de confiance en soi, et c'est très valorisé socialement, quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et on va lui dire: «Ben, il faut que tu travailles là-dessus quand même, hein». Donc on va lui dire: «Bah, lis des livres de développement personnel pour avoir confiance en toi», et cetera. Mais quand on va, comme c'est mon cas, et ça m'est vraiment, j'ai été énormément critiquée pour ça, et je le suis encore aujourd'hui, que quand on est quelqu'un comme moi qui a beaucoup de confiance, qui présente beaucoup de confiance en lui, on va, en plus à tort, le classifier comme quelqu'un qui a beaucoup d'ego, quelqu'un qui se prend vraiment pour le roi du monde, qui se prend comme le roi de la terre. Et donc je pense qu'il faut, déjà se prendre pour quelqu'un de bon, de fort, de puissant, et qu'il faut assumer d'avoir confiance en soi et d'être OK avec ça, parce que en fait, tout le monde rêverait d'avoir ma confiance et d'avoir mon ego. Sauf que ceux qui n'en ont pas, vont le critiquer en disant que c'est pas quelque chose de bien. Mais ils vont dire: «Ah, beh, j'aimerais, il faut que toi tu développes ça», et cetera. Donc il y a cette hypocrisie, vous voyez? Il y a ce truc-là qui n'est pas juste. Donc il faut avoir un ego très fort, très puissant, savoir ce qu'on vaut, et donc avoir aussi une forte estime de soi. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa valeur. Donc ça, je crois qu'il faut être lucide par rapport à ce qu'on vaut, et par rapport à ce qu'on veut valoir demain aussi. Et puis lucide aussi par rapport à ses failles. Je me disais, j'ai plein de choses en moi qui sont nullissimes, et j'ai aucun problème à les mettre en avant aussi. C'est-à-dire à les mettre en avant, pas comme un étendard, mais à dire: «En ça, 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 je suis nulle», et puis il y en a un paquet en plus des domaines où je suis nullissime. Donc pourquoi, si je dis: «Je suis nulle dans tel domaine», on va me dire, «Ah ouais, c'est vrai», ou alors, «Oh mais c'est pas vrai, tu pas si nulle que ça», ou enfin voilà, on va me voir bien et me chérir, parce que je dis: «Je suis vraiment nullissime là-dedans». Mais si je dis: «Je suis super forte dans tel domaine», comme Picasso disait qu'il était un king de son domaine, alors là, on va dire: «Mais quelle honte, mais c'est pas possible, comme elle a la grosse tête, elle a un ego trop fort», hein. Je suis pas d'accord avec ça. C'est Lauriane Legrand qui m'a dit ça dans l'épisode 8 sur l'apprentissage de l'anglais. En fait, on n'a pas peur d'échouer, on a peur de briller. Elle m'a fait me rendre compte de ça en me disant, bah oui, en fait, quand on est bon et qu'on le dit ou qu'on le montre, mais sans forcément le montrer de manière ostentatoire, mais on est bon, on parle bien anglais, bah on va dire qu'on se la pète. Quand on est mauvais, euh, tout le monde va justement être un peu plus nous rassurer ou être un peu cocon avec, cocooning avec nous. Et quand on est au milieu, qu'on fait pas de bruit, en fait, il se passe rien. Mais oui, on est beaucoup plus davantage à se protéger du regard de l'autre qu'à s'exposer au regard de l'autre. Et ça, c'est assez terrible, et je crois qu'on en revient toujours à ce début du christianisme où voilà, il fallait être vulnérable, il fallait être fragile, et cetera, et où ça, c'était valorisé. Donc si on est moyen ou mauvais dans un domaine, c'est beaucoup plus valorisé socialement, enfin en tout cas on gagne beaucoup plus de paix, dans son rapport à son environnement, que quand on se montre excellent dans un domaine. C'est vrai que alors je sais pas quelle était la teneur de votre conversation avec l'anglais, mais la question de l'accent, je trouve que c'est fou, quoi. Aujourd'hui, je trouve que quand on est français et qu'on apprend l'anglais, on dirait que c'est un sport national que de ne surtout pas apprendre l'anglais ou parler anglais avec l'accent. Il faut à tout prix essayer de le parler comme un français, how do you do, vraiment, sans essayer, parce que justement, exactement, on se la pète, on va trop vers, on cherche trop à être excellent dans le truc, et c'est pas bien, quoi. C'est vrai. On va finir sur les questions de la fin. Si vous pouviez dîner avec une personne, qui soit morte ou vivante, ce serait qui? Bon, j'ai parlé de Nietzsche tout le long, alors évidemment Nietzsche.
Nassim Taleb, Albert Einstein, Churchill, hein, un déjeuner ou un dîner avec Churchill merveilleux. Que des grandes influences. Est-ce que vous avez une croyance impopulaire? Je crois que d'être une victime, en fait, ça se construit. Qu'on on n'est pas victime et point. On vit quelque chose qui va faire que sur le moment, sur l'instant où on le vit, on est une victime, mais après, on se construit comme victime. Et ça, je crois que c'est très, très impopulaire parce que la plupart des gens me répondraient, ben non, en fait, quand on a vécu quelque chose, après, ça constitue un traumatisme, etc. Et en fait, je crois, je crois, et même il y a pas mal de matières aujourd'hui, d'études, et pourtant, hélas, on communique pas là-dessus. Il y a plein d'études sur le stress post-traumatique, dont on parle, en disant, ben, vivre un traumatisme, c'est pas bon pour le développement du cerveau, et cetera, et cetera. Par contre, les études qui existent sur la croissance post-traumatique, c'est-à-dire le fait qu'on peut se renforcer à partir d'un traumatisme, qu'on peut en sortir bien plus fort. Et il y a pas mal d'études là-dessus, sur la croissance post-traumatique, mais ça, personne n'en parle parce que je pense qu'on on va dire tout de suite, on va chercher la sécurité tout de suite et on va nous dire, ah bah oui, mais tu peux pas dire ça en fait parce que tu incites par exemple, battre ses enfants ou à maltraiter ses enfants puisque si on peut se sortir plus fort d'un traumatisme, vous voyez? Et donc pour éviter les dérives, oui, et puis parce que c'est beaucoup plus tendance d'être une victime, encore une fois, que maître de sa vie, alors on va pas parler de la croissance post-traumatique. Intéressant, j'irai chercher ça parce que je n'ai jamais entendu parler. C'est super. Alors, je veux pas, faire la promotion de tous mes livres, mais j'en parle pas mal dans Le cerveau sous hypnose, qui est mon avant-dernier livre, mon 3e livre. OK. Qui est-ce que vous me conseillez de recevoir sur ce podcast? Est-ce que vous connaissez Aton? Du GIGN? Oui, exactement, Ah oui, alors c'est la 2e fois qu'on me le c'est recommande. vrai? Bah, alors ça veut dire il faut que vous le contactiez. Aton, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est quelqu'un de alors j'ai rarement vu quelqu'un qui s'engageait avec autant ouais, de loyauté, d'amitié, de fraternité, je veux dire il est enfin, en tout cas auprès de moi, il a toujours été là quoi, toujours présent, toujours juste. On n'est pas le on est amis, mais on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde, vous voyez? On n'est pas là à se côtoyer, tout le temps et pourtant, toujours présent, toujours, voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qui fait pas de blabla quoi. Quand il vous dit qu'il s'engage, il s'engage. Et puis, c'est quelqu'un qui se fiche complètement pour le coup de si sa parole dérange ou pas. Il dit ce qu'il a à dire, et puis c'est un king de son domaine en fait. Il est vraiment, vous sentez qu'il sait de quoi il parle et il dit pas n'importe quoi. Quand il prend la parole sur un sujet, c'est qu'il connaît le sujet, quoi. Et quand il connaît pas le sujet, il vous le dit qu'il le connaît pas et puis il vous pose les questions qu'il faut pour savoir. Mais c'est pas quelqu'un qui se raconte une histoire. Donc, ah ouais, à tonnes. Bon, super, c'est la 2e fois qu'on me le recommande, donc il faut absolument que je rentre en contact avec lui. C'est quoi la meilleure façon de suivre votre travail, Fanny, ou de vous retrouver? Je dirais qu'aujourd'hui, alors là, je suis en train de travailler sur mon site internet, alors vous pouvez aller voir mon site internet, mais aujourd'hui, c'est LinkedIn, là où je publie le plus. Il y a LinkedIn et Instagram, les 2. Alors je peux tout le truc que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, c'est mes stories Instagram parce que j'y mets plein de choses. J'y mets souvent on me dit: «Mais arrête de répondre, c'est pas très marketing de répondre aux gens parce que tu as pas la position haute», mais j'adore prendre des commentaires, de détracteurs et puis, et puis faire un échange musclé, avec un détracteur et ça je le mets en story, donc là vous avez manqué quelques échanges de ces derniers jours qui étaient assez croustillants et donc il y a plein de gens qui attendent. J'ai autant de gens qui me disent, «C'est pas bien en fait, arrête parce que tu as pas la position haute et tu devrais pas passer ton temps, tu perds ton temps à répondre à ces gens» et tout ça. Et puis d'autres qui me disent qu'ils attendent ça comme une série quoi, ils veulent savoir quelle aura été la réponse. Donc voilà, j'y mets ça, j'y mets évidemment des moments avec mes enfants, avec mon mari, donc ça c'est les stories Instagram. Et puis, sur LinkedIn, je mets des choses évidemment bien plus sérieuses, mais des prises de position. Je publie, de peu une à plusieurs fois par semaine en fonction
en fonction de mon courage et de mon énergie, c'est sur LinkedIn, pas mal, ouais. Merci beaucoup, Fanny Nussbaum, pour votre temps et puis pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. Merci Hugo. On n'oublie pas le livre L'art de l'excellence, en finir avec la dictature humaniste, 40 commandements pour agir avec grandeur. Allez voir ça.